Alors bonjour, on est sur une première audition programmatique, donc le concept c'est un petit peu d'interroger des gens qui ont une expertise dans un domaine ou un autre pour alimenter notre réflexion sur le programme. Donc là on va parler essentiellement des forêts, un petit peu des espaces verts, mais surtout des forêts à Besançon. Puisqu'on sait qu'à Besançon on a un grand espace forestier, que les forêts couvrent 30% du territoire de Besançon, avec plusieurs forêts connues, donc la forêt de Chaillu, que tous les Bisontins et Bisontines connaissent, mais aussi la colline de Chaudane, de Rosemont, de Planoise, le désert Les Coteaux de Brégy, la côte du Doubs et les environs de Besançon. Et enfin, on a une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, qui est de type 2, qui couvre plusieurs communes le long du Doubs. Et tu notais également la présence de la forêt du Bois d'Aglan à la Bèze, juste à côté. Voilà. Donc en tout, on a toutes ces forêts, 30% du territoire de la commune, plus 200 hectares de parcs et de jardins. Tout ça fait que Besançon est une ville verte très importante. Et à ça, on rajoute également, on pense rajouter les zones qui ne sont pas classées, mais qui sont des espaces verts et qui sont souvent notés AU, à urbaniser. Et on pense notamment aux planches, aux vêtes ou encore à tous les espaces autour de la RN 57. Donc déjà, première question pour toi, Sylvestre Soulier, donc je te présente. Tu es membre de l'ONF. Voilà. Enfin, j'ai fait ma carrière à l'ONF et maintenant je reste syndiqué dans le syndicat des forestiers solidaires à l'ONF et je suis par ailleurs à SOS Forêt Franche-Comté. Voilà, mes casquettes. La présentation est faite. Donc déjà, sur cette présentation, est-ce que tu as quelque chose à redire en particulier sur le caractère forestier du territoire de Besançon? C'est-à-dire que, peut-être une remarque préalable, c'est-à-dire qu'on a un cadre extraordinaire. Il faut bien en être conscient. Par habitant, on est classé ville verte. Pourquoi? Parce qu'il y a par habitant une grande surface disponible quelque part, un musée, j'espère ne pas en abuser, et ça fait partie de l'histoire de cette ville, c'est-à-dire la mémoire lointaine de cette ville, les us et coutumes quelque part. On sent bien que c'est une ville encore très imprégnée de pratiques forestières, d'usages anciens, même s'ils sont apparemment oubliés, mais je pense que c'est très présent encore dans l'esprit des Bisontins, c'est important. C'est vrai qu'il y a les forêts de Besançon, puis tous les Bisontins et Bisontines, enfin pas tous, mais c'est vrai qu'on est quand même nombreux à aller dans les forêts le week-end, à faire quelques kilomètres pour aller dans les forêts qui sont un peu plus loin. Donc c'est vrai qu'on est vraiment au cœur d'un territoire où la forêt occupe une place importante à la fois dans le mode de vie et dans les esprits. Puis la ville aussi, depuis les années 70, a réalisé des équipements qui n'existaient à peu près nulle part ailleurs. Elle a été un peu pionnière et c'est vrai que l'Office national des forêts à l'époque a fait des propositions d'ouverture de la forêt. Par exemple, tout ce qui se passe à Chaillu au niveau du canton du Cul-des-Prés, comme on l'appelle, avec les parcours sportifs, avec des ouvertures paysagères. Ça a permis une fréquentation du massif parce que ça avait un aspect moins sauvage, j'allais dire, plus accueillant. Et ça, dans les années 70. Donc ça a été... ça fait partie de la carte de visite de cette ville. C'est vrai que ça a été des choix municipaux très importants et structurants un peu des pratiques de loisirs des Bisontins. Ok. Et donc aujourd'hui, la situation de la forêt, donc dans les années 70, une politique innovante, et aujourd'hui on est face à de nouvelles difficultés. Alors, la forêt, c'est quand même une bien bonne fille, on lui demande quand même beaucoup. Aussi bien au niveau de la production, les revenus bois, parce que c'est vrai que c'est une ressource forestière, ça produit à peu près 4, 5, 6 mètres cubes par hectare et par an de bois. Donc, et ça procure ce qu'on appelle des services écosystémiques, des services sous forme d'un air plutôt purifié. Ça fabrique de l'humus, ça capte du carbone, ça fixe le carbone, etc. etc. Donc il y a... Et en même temps, il y a aussi divers usages, parce qu'une grande ville, il y a des pratiques multiples et variées entre le VTT, la course à pied, etc. etc. Donc la ville est en situation, avec l'ONF, d'arbitrage par rapport aux usages de la forêt, de façon à ce qu'elle reste ouverte et praticable par tout le monde dans de bonnes conditions. Okay. Le sujet aujourd'hui, ça s'appelle les forêts, les espaces verts face au réchauffement climatique. Et là, c'est vrai qu'autant dans les années 70, on a eu des politiques innovantes, autant aujourd'hui, on peut se demander, on est dans une situation particulière, une situation qui n'a jamais été connue. Et comment on peut, en quoi les forêts peuvent nous être utiles
dans le contexte de réchauffement climatique et surtout quels vont être les problèmes qui vont se poser dans les années à venir. Alors, il y a 2 ans, il y a un peu plus d'une centaine de scientifiques européens qui ont écrit à la Commission européenne pour leur dire on n'a pas besoin de gaz carbonique supplémentaire dans l'air, mais on a besoin de forêts pour rafraîchir l'atmosphère. Et je pense que c'est quelque part une belle entrée, c'est-à-dire la forêt, c'est quelque part le thermomètre de la biodiversité. Elle indique vraiment la température de la planète quelque part. S'il y a forêt, ça ira, mais je ne parle pas que de Besançon, parce qu'évidemment c'est un tout petit mouchoir de poche, même s'il est conséquent pour les usages locaux, mais ça donne vraiment la température de la planète, la forêt. Et je corrélerais volontiers la déforestation massive qui date depuis longtemps et une espèce d'emballement du climat. Il y a quelque chose qui est très lié quelque part, même si évidemment d'avoir libéré des milliards de tonnes d'énergie fossile, ça perturbe profondément les milieux. Et les milieux n'en peuvent plus, quoi, hein, parce que c'est trop. Voilà, hein, c'est pour aller vite, quoi. Hein. Oui. Et du coup, à ce sujet-là, d'ailleurs, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler plus spécifiquement du cas de la forêt de Chahut en ce moment et d'autres espaces qui ont été fermés courant octobre, c'est ça? Oui, alors il y a... Pour quelles raisons, d'ailleurs? Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a fait très chaud l'année dernière, tout le monde a souffert. Il a fait aussi très chaud l'année d'avant. Ouais. Il y a des déficits en eau chroniques depuis une bonne douzaine d'années. Et surtout, même si la pluviométrie est à peu près stable, encore qu'elle puisse varier d'une année à l'autre de 1 à 2, mais c'est inégalement réparti. Et les essences forestières ne sont pas adaptées à ce régime climatique. Voilà, c'est ça qu'il y a de nouveau. Et du coup, il y a un certain nombre d'essences qui sont à la peine, hein, qui souffrent. Et du coup, la question pour une ville et les forestiers, c'est comment réaliser une transition la moins brutale possible en profitant, en optimisant les processus biologiques qui existent en forêt, parce que c'est des forêts anciennes. Par exemple, la forêt de Chahut, elle existait sur les cartes de Cassini au milieu du XVIIIe siècle déjà. Ça veut dire qu'il y a une maturité du milieu forestier qui a la mémoire d'une histoire longue et donc peut-être quelques capacités à s'adapter aux nouvelles conditions de climatiques. Je pense que voilà, et du coup, ça repose à nouveau frais de comment réaliser, si possible, sans trop de casse, le passage d'un climat stable avec des précipitations qu'on connaît depuis à peu près 10 000 ans, hein, c'est quand même l'histoire de 8 000 ans en tout cas, à quelque chose de très nouveau. Et du coup, ça demande une attention, de la coopération, de l'observation, de la prudence. Il ne faut surtout pas se précipiter et surtout beaucoup s'interroger et de mutualiser les connaissances. Alors moi, du coup, tu parlais d'une pluviométrie stable, mais qui est complètement séparée. Moi, je le vois, j'ai un jardin et j'ai une observation qui, du coup, va être moins précise que toi, mais tu vas me confirmer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a moins de pluie au printemps et moins de pluie à l'automne. C'est-à-dire que les problèmes que j'ai eu, moi, j'ai un arbre qui est mort dans mon jardin et j'ai un arbre qui est mort parce qu'il n'y avait pas de pluie l'automne. Concrètement, j'ai l'impression, du coup, je suis assez... de manière complètement comme ça empirique, oui. J'ai l'impression que c'est vraiment les saisons où on attendait plus de pluie, où il y a moins de pluie, donc concrètement l'automne qui était quand même la grosse période de recharge, où là j'ai l'impression que sur les derniers automnes on n'a pas eu les grosses recharges de pluie attendues. Je ne sais pas si tu confirmes, si c'est ce qui correspond ou pas. Effectivement, c'est vrai que l'automne, les pluies d'automne ne sont pas là. La neige d'hiver n'est pratiquement plus là. Des fois au printemps il y a des fortes précipitations, enfin, et surtout il y a une douceur des hivers qui est sans précédent et c'est elle qui fait monter les températures moyennes annuelles surtout. Hein. Et puis des périodes de sécheresse qui durent parfois l'été. Et elles peuvent être au printemps, oui, et elles peuvent être à l'arrière-saison. On sent bien que tout ça est de plus en plus capricieux, quelque part, chatouilleux, comme dirait le sociologue Bruno Latour par rapport à la Terre. Elle est de plus en plus chatouilleuse. Mais le climat, effectivement,
chamboule un peu nos usages et nos pratiques, et comment prévenir les choses, atténuer, accompagner. En tout cas, ça, je pense, ça doit être la préoccupation de chacun. Et c'est pas seulement pour les forêts, hein, je veux dire, à tous les niveaux, ça devrait pouvoir s'interroger. Tous les domaines d'activité sont mis en crise par rapport à ce modèle de développement. C'est pas une petite affaire. Alors concrètement, vu qu'on va essayer de construire un programme pour les municipales, enfin plus qu'essayer, on va le faire, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il faudra faire là dans les forêts concrètement, puisque là on voit qu'elle a été fermée pour cause de dépérissement des arbres, que ça devient dangereux. Donc est-ce que les essences d'arbres, est-ce qu'on attend une évolution naturelle de la forêt, on attend qu'elle s'adapte par elle-même? Est-ce qu'on peut accompagner? Est-ce qu'on peut anticiper? Et voilà, je te pose aussi une autre question, c'est-à-dire qu'on voit fleurir dans les programmes des candidats un item qui est planter des arbres. Planter des arbres, planter des arbres, planter des arbres. Or, je pense que tu partages ça aussi, planter des arbres c'est une chose, mais faites en sorte que l'arbre planté ne dépérisse pas, c'est encore autre chose. Donc du coup, comment tu vois cette éclosion de propositions planter des arbres? Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire pour éviter de se retrouver avec des situations de forêts fermées, de forêts dangereuses? Alors, moi je pense que celui qui a la réponse sur un format A4 recto verso, c'est un imposteur. D'accord. Par rapport à la réponse possible de cette affaire-là. Après, par rapport aux plantations, je pense que l'arbre, de toute façon, il a des vertus extraordinaires au niveau physico-chimique et pour calmer le jeu. Bon. Mais il y a arbre et arbre. Si on regarde les incendies en Californie, ou au Portugal, ou en Grèce, quels sont les arbres qui prennent feu et qui provoquent des morts aussi? Et c'est pas fini cette affaire-là. Ben, c'est l'eucalyptus, c'est les pins, etc. C'est une façon de s'approprier l'espace délaissé par les paysans pour faire de la culture d'arbres avec une grande productivité. Des plantations, quoi. Des plantations, ouais. Voilà. Mais il y a plantation et plantation. Parce qu'au Portugal, il y a un chêne portugais qui est tout à fait acceptable, ou le chêne liège, enfin, bon, voilà. Et du coup, plantation, moi je veux bien, et c'est sûrement nécessaire, mais quelle plantation, ça je m'interroge, parce que à terme, c'est, je pense, ce qu'on peut craindre. Si on est dans des échelles de temps un peu plus conséquentes et qui correspondent aux arbres, c'est 30 ans, 40 ans, 100 ans, 150 ans, et vu la vitesse d'évolution du climat et du réchauffement, ce qu'on peut craindre, c'est les incendies. C'est ça, peut-être, le principal souci ou préoccupation qu'on va avoir avant de planter. Donc, voilà, après, je veux bien, c'est pour ça que je disais, il faut mutualiser les connaissances. Il faut mutualiser les connaissances. Est-ce que tu penses que les forêts byzantines, elles pourraient être sujettes à incendie dans les années à venir? Alors, du coup, je ne veux pas être catastrophique. Non, mais sans faire de catastrophisme, mais quand les buis sèchent tout autour des collines de Besançon, moi j'étais pas le seul, la ville aussi, craignait beaucoup que ça brûle. Il y a des précédents partout dans le monde, parce qu'on voit bien que c'est quand même des phénomènes qui sont maintenant presque habituels, hélas, quoi. En tout cas, on voit bien que c'est tout près de chez nous maintenant, à commencer par les buis, qui sont très inflammables. Là, on a de la chance, heureusement, je touche du bois. Mais on peut imaginer que des plantations un peu faites un peu trop simplement, ou sans choisir l'essence, sans faire de mélange d'échange, sans garder un couvert forestier continu, parce que en fait, il faudrait proscrire les coupes à blanc. C'est une technique de gestion forestière. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que les coupes à blanc? Voilà, coupe à blanc, c'est quand on veut la renouveler, on garde quelques semenciers, si on la régénère naturellement. Ils font de la graine, les petits poussent et on enlève tout, et il n'y a plus que de la jeunesse sur une surface de parcelle, ou alors on coupe tout et on plante. Voilà. Et ça, c'est extrêmement impactant pour le milieu, et ça met les sols en danger. Enfin, parce que le sol, c'est précieux, un sol, quand ça fonctionne bien. Et ça se pratique encore et ça s'est pratiqué, si vous voulez, la sylviculture de l'ENF est productive, et les besoins humains depuis 5 siècles à peu près, c'est exactement ça, c'est-à-dire on adapte l'essence en fonction des besoins qu'on a.
il se trouve que le climat lui-même change. On ne peut plus raisonner de cette façon-là. Et c'est ça qui... Et là, il y a une espèce de télescopage dans lequel on est et qui mérite un peu de recul, d'attention et d'observation, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, dans la sylviculture et dans les espèces, dans les forêts bisontines, il y a une partie de sylviculture pour de la production de bois qui est valorisée. Alors, on dit valorisée, c'est-à-dire qui est utilisée économiquement. C'est ça qu'on appelle de la valorisation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ce bois est destiné, comment ça fonctionne du coup, et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi? Alors, moi, je vais pas sortir une réponse de mon chapeau, sûr, comme je disais, sur un recto verso. Parce que jusque-là, les usages et la vente de bois et la valorisation des massifs forestiers, comme je le disais, étaient très en phase avec une demande sociale, une demande de revenus, etc. etc. Il se trouve que là, maintenant, ça l'est de moins en moins et ça va très vite. Bon, alors, du coup, la question, c'est que faire, quoi. Alors jusque-là, la ville vendait ses bois soit sur pied, soit en bordure de route, soit des troncs, hein, des bois d'œuvre qui sont vendus d'une part, le bois d'industrie, le bois énergie à côté, avec les chaufferies. Alors ça, c'est tout un débat aussi qu'on pourrait avoir, qui est compliqué, parce que évidemment, dans un système libre et non faussé de concurrence ouverte, le bois peut venir de très très loin, même si on souhaiterait pouvoir utiliser du bois local, etc. Oui. Tout ça, ça mérite en tout cas d'être interrogé de plus près pour voir le bilan final et aussi le type de sylviculture que ça génère à l'amont et aussi le type d'engins qu'on amène en forêt et les impacts qui sont associés à tout ça, etc. C'est vrai que maintenant, il faudrait pouvoir rentrer en forêt si on pouvait avec des chaussures plus légères et pas en tracteur surdimensionné, si c'était possible. Bon, c'est vrai que là, on est en phase de choix difficiles à faire, hein, mais moi je pense que profondément, c'est le milieu naturel qui est premier par rapport aux fonctions sociales et économiques, tout ça. Il est premier dans la mesure où c'est un patrimoine qui nous vient du fond des âges et qui nous procure des services qu'on ne peut pas chiffrer ou mettre en balance avec l'équilibre d'un budget. Alors c'est vrai que là, on est vraiment à un moment important de la vie Mais je suppose que c'est le cas peut-être, et souvent, les concepts forestiers, par exemple, la notion de développement durable, elle est forestière, elle vient du début du XVIIIe siècle. Ça s'appelait possibilité forestière. Possibilité, c'est beau, parce que ça veut dire qu'est-ce qu'un milieu peut procurer. Qu'est-ce qui est possible? Parce qu'il y a possible, il y a aussi impossible. Alors que le développement durable, c'est du développement qui dure. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui opposer au développement durable? Je ne sais pas. Donc toi, pour l'instant, tu es plutôt dans une phase où tu considères qu'il faudrait être un peu plus dans l'observation et dans l'observation du milieu pour voir comment ça se passe et essayer d'anticiper les problèmes qu'il faut se poser. Concrètement, là, on a quand même des essences de bois dont on peut penser que dans les années à venir, elles ne seront plus trop adaptées aux forêts. Elles ont été choisies à l'époque. Alors, ouais. le chêne pédonculé, par exemple, n'est plus en station, comme on dit. Là, ces stations forestières et le climat ne sont plus adéquats. On a planté évidemment de l'épicéa. Bon, il a été introduit pourquoi? Parce que c'est une production de rente, rapide, avec un retour, peu de dégagement au départ, enfin voilà. Donc il sèche, il n'y en a pratiquement plus avant 800 mètres d'altitude. Maintenant, bon, la nature et le réchauffement a vite fait le tri. Maintenant, il y a les sapins même qui commencent à souffrir. Il y a des mélèzes bon, moi j'en ai planté quelques-uns il y a longtemps, ils sont à la peine. Il y a le hêtre aussi est fragilisé. Là, même les scientifiques sont très surpris parce qu'il a des réactions inattendues. Bon. Et tout ça, on en revient par exemple à la fermeture des forêts, c'est-à-dire que la rupture de l'alimentation en sève rend les bois beaucoup plus fragiles, aussi bien au niveau de leur enracinement que des branches. Et les ruptures de la colonne d'eau et de sève dans les branchages
provoque des cassures. Et voilà pourquoi. C'est ça qui est dangereux, c'est les Voilà, c'est cassures ça qui est dangereux. brusques. Ça peut casser tout d'un coup. Ça Voilà. peut casser tout d'un coup sur des forêts qui, comme tu le rappelais, ont été très largement ouvertes par plein de fonctions dans les politiques récentes. Ce qui fait que la fermeture de Bois-de-Chaillus, c'est un vrai espace de vie des bisontins, des bisontines qui se ferment. Je vais te poser une autre question, on va sortir un petit peu des forêts et je vais te poser la question sur les espaces verts qui ne sont pas techniquement des forêts, puisqu'en fait on voit bien qu'en été, en pleine canicule, on n'a quand même pas... Donc il y a quand même 2 endroits où les gens vont. Il y a la galerie commerciale parce qu'elle est climatisée, mais on va se dire que c'est quand même pas un modèle de société qu'on va pousser. Et il y a la forêt, qui est un espace où c'est vrai qu'en pleine canicule on peut aller et qui est vivable et qui est un endroit où on peut vivre et qui n'est pas très loin des habitats de Besançon. Je te pose la question sur des 2 zones qui sont des zones AU, des zones urbanisées, c'est-à-dire le coin des Planches. Il s'agit de pousser la ville jusqu'à la limite de la forêt de Chaillus. Je pense que tu as vu ce dossier-là. Et le deuxième point, c'est les Vettes, où il y a des arbres anciens, des arbres à cavité, qui sont menacés concrètement pour un projet d'urbanisation. Alors comment toi, sans être d'un point de vue un petit peu écologique, tu envisages ces projets-là de pousser la ville jusqu'à la forêt, donc de continuer à pousser la ville jusqu'aux limites de la forêt, ou de couper les arbres anciens, sachant que les personnes qui coupent les arbres anciens sont aussi les mêmes qui vont te raconter qu'il faut faire des plantations. Je pense qu'un bon sol, c'est ce qu'il y a de plus précieux aujourd'hui. Un sol où il y a de la vie associée, des vers de terre, des terres maraîchères, comme aux Vettes par exemple. Moi j'ai tout de suite signé quand vous m'avez proposé d'être signataire de ça. Pourquoi ? Parce que c'est quand même ça qui est précieux et stratégique. On peut imaginer des scénarios extrêmement tendus au niveau de la production alimentaire, etc., possible ou pas. C'est pas en faisant du lotissement et de l'urbanisation supplémentaire qu'on se prive là de possibilités. Alors moi j'aurais aimé faire un espèce de bilan maraîcher, par exemple, de la zone des Vettes. S'il y avait une politique municipale de préemption de ces terrains et de valorisation tous azimuts en produits bio pour alimenter les cantines à partir des Vettes, ça serait quand même une belle vitrine, je veux dire. Et d'alimenter le marché à Besançon, en ville ou ailleurs, avec des produits locaux, je trouve ça plutôt pas mal, quoi. Bon, donc ça pourrait aussi favoriser le travail social, la réinsertion, les circuits courts, enfin n'en parlons pas, ça a des tas de vertus, quoi. Et sur le fait de pousser la ville toujours plus proche des forêts, est-ce que tu as un avis sur cette question aussi? Est-ce que ça... Enfin moi j'avoue que je suis très clairement opposée à l'urbanisation des plantes parce que je considère que c'est un sol qui est cultivé, donc les sols cultivés dans la période à venir, je pense qu'il faut les préserver, justement parce qu'on ne sait pas trop où on se dirige, qu'est-ce qui va nous arriver et que la ressource sol paraît à préserver dans la situation actuelle. Mais je me pose la question pour toi en tant que forestier, est-ce que pousser la ville jusqu'à la forêt, est-ce que c'est dangereux, ça peut y avoir un impact sur la forêt? Enfin, comment tu vois ces choses-là? Je pense qu'il n'y a pas la forêt d'un côté, la ville de l'autre. Oui. Il y a de la forêt en ville et il y a de la ville dans la forêt. C'est-à-dire quelque part la forêt, c'est la forêt des hommes avec des usages et ça fait longtemps que ça dure. Et ça, j'espère que ça continuera. Il faudrait éviter de cliver les choses. Et par exemple, moi, quand il fait un été chaud comme l'année dernière, la première chose à faire, c'est de repérer les îlots de chaleur. Oui. Voilà. Ayant repéré les îlots de chaleur, se dire ben là on végétalise, Là, et on essaye de faire, et avec les populations, etc. Moi je rêverais, par exemple, sur cette ville, que toutes les écoles aient un jardin potager et une pépinière forestière. Ça peut être pas mal, même si on bricole au début, etc., mais que tous les jeunes qui passent par les écoles grandissent avec l'idée que la vie c'est un peu laborieux à fabriquer, mais que ça se compose et faire de nouvelles compositions avec le vivant, je pense que c'est le programme de demain. Et c'est la meilleure façon, me semble-t-il, moi, pour une ville comme Besançon, si elle veut avoir un beau programme vert, c'est une belle proposition, me semble-t-il. Alors les pépinières forestières existaient au début du XXe siècle. Les collines autour de Besançon, les pins noirs d'Autriche, ça a été cultivé
dans les écoles à Beurre et ailleurs. Je sais que ça fait et partie ça a été des planté propositions du par... programme. Alors j'en suis ravi parce que c'est exactement ce qu'il faut. En fait, une des propositions du programme, c'est des classes Ah bon horaires aménagées nature. En Voilà. fait, donc il y a Non, mais c'est très bien. des classes horaires aménagées musique et des classes horaires aménagées nature qui ont été des propositions qui ont été faites Mais sur la nature à plateforme. l'école, hein, il faut Mais, ramener ça dans complètement, l'école. classe horaire aménagée Non, dans les super. écoles. Non, mais ça c'est très bien. Moi je pense que voilà, il faut parier sur l'avenir, il faut ouvrir l'avenir parce que là, on voit bien les scénarios d'effondrement, de catastrophe, enfin, bon, ça paralyse. Oui. Alors que là, de dire bon, on va faire une école avec les jeunes, on va faire avec nos un- légumes et s'il faut et on expérimente des choses parce qu'il y aura des coups de Parce chaud, qu'il il y y aura a des besoin coups de de faire des voilà. expériences. Tu Et m'as pas puis- répondu sur les planches quand même. Alors sur les planches. Qu'en penses-tu? As-tu Bah, un avis sur la question? Non, mais les planches, il faut garder tout ce qui est pas trop impacté par l'homme, surtout. Et il faut densifier l'urbain quelque part. Même si on ramène, s'il faut végétaliser le bâti, hein, il faut aussi le densifier. Alors, moi, j'ai pas de réponse toute faite, mais quand on regarde le nombre d'habitants dans la boucle, dire historiquement, la population était là. Alors, comment on peut, évidemment, là, ça appartient aux fortunes historiques de la ville, sûrement, et c'est compliqué, mais quand même, il faut densifier, quoi. Et donc garder des espaces Il y a de densifié, proximité il y qui a, sont verts. aussi le fait que les logements ou les bâtiments soient occupés plus pleinement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui aussi. Oui, En tout alors, cas, il y a ça à voir. Et puis toi, dans la période à venir, c'est l'idée aussi si je ne me trompe pas, c'est l'idée aussi de préserver tout ce qui peut l'être en termes de sol et de milieux naturels. Voilà, c'est ça. Ou jardiner, cultiver. Mais déjà à l'époque où tout l'ouest de Besançon a été développé, avec de l'urbanisation un petit peu anarchique, parce que enfin, pour moi je trouve ça absurde, je dis mais c'est absurde dans la mesure où les précipitations d'ouest par exemple arrivent à l'ouest de Besançon, etc. S'il y avait des rideaux d'arbres, des choses comme ça protège les populations, les arbres, hein, la végétation. Alors, si on urbanise partout, qu'on agrandit la nationale 50, etc. Enfin, c'est l'ancien monde pour moi, ça. C'est l'ancien monde. Ouais, Oui, d'accord. c'est du dépassé. Alors évidemment, c'est difficile à faire passer au niveau politique, mais on en est là. D'accord. Donc on va s'arrêter là pour cette première audition programmatique. Je te remercie vraiment d'avoir voulu participer. Merci Donc je pour rappelle, l'écoute. Sylvestre Soulier, donc forestier, et tu es aussi tu travailles sur les forêts de Besançon. Voilà, Donc, je aussi. participe aussi à l'élaboration des futurs aménagements de la ville de Besançon. Disons que je contribue modestement avec d'autres à comment rentrer dans cette nouveau monde, Dans ce quelque nouveau part, monde. avec ce dont on hérite et D'accord. avec les populations de proximité. Ok, merci. Donc voilà.